Bienvenue à nouveau sur ce plateau de Bâti Actu et dans cette case nouvelle qui est Parcours étonnant. Alors je reçois aujourd'hui Mathieu Gobi. Mathieu Gobi, vous êtes un drôle de personnage, on va le dire tout de suite. Vous êtes polytechnicien, ingénieur pont et chaussée et pilote de montgolfière. Et puis j'ajoute aussi une autre compétence, on va dire, cofondateur d'Aérophile. Alors Aérophile, vous êtes spécialisé dans les ballons captifs. On vous connaît en France et notamment à Paris pour le ballon qui se trouve dans le parc André Citroën, le ballon Generali pour la mesure de la pollution de l'air. Et puis plus récemment, on a beaucoup entendu parler d'Aérophile parce que vous avez participé au projet de vasque olympique dans le jardin des Tuileries. Alors, on va revenir sur votre parcours quand même, pas au début, mais en tout cas une partie. Comment, quand on a ce CV, on s'intéresse au ballon? Drôle de passion? Oui, c'est une passion un peu singulière. C'est un domaine qui est fascinant, le ballon. Tout ce qui vole l'est, mais le ballon, c'est un côté universel. Tout le monde connaît et personne ne pratique. Et justement, l'intention avec Aérophile et Jérôme Giacomoni, avec qui j'ai créé Aérophile, l'intention, c'était de mettre le ballon à la portée du plus grand nombre. Et donc, habituellement, pour faire un ballon, il faut aller à la campagne faire un vol en montgolfière. Et là, avec nos ballons captifs, on peut faire un vol en plein cœur de Paris, par exemple, avec le ballon Generali. On peut faire un vol sur des sites touristiques d'une façon plus générale, ce qui est une façon originale de découvrir tout un site, d'une façon douce, familiale, pas très chère. On prend de la hauteur, on voit tout. Et en plus, c'est super écologique, puisque le ballon s'élève sans brûler aucun carburant. Alors ça ne m'explique pas pourquoi vous vous êtes intéressé à ce truc qui vole. A priori, quand on est polytechnicien, on va plutôt travailler chez les majors. Oui, mais en fait, par goût d'abord pour ce qui vole, ensuite pour le ballon, parce que j'ai trouvé ça très doux, voilà, quelque chose qui est facile à partager. Vous voyez, j'ai rien contre la voltige aérienne, je trouve ça très rigolo, mais on est quand même tout seul dans le cockpit. Ce qui est plaisant avec le ballon, c'est d'emporter des passagers et de faire partager cette émotion, cette sensation avec le plus grand nombre, et notamment des familles. D'où un système de ballon qui soit le plus facile possible à utiliser et pas très cher. Aujourd'hui, le vol dans notre ballon, c'est aux alentours de 20 € par personne, donc c'est tout à fait accessible. Alors, on a parlé du ballon Generali dans le parc André Citroën. Il faut comprendre qu'Aérophile, c'est des dizaines de ballons captifs dans le monde. Oui, on a fabriqué 120 ballons dans 40 pays, donc on a beaucoup exporté. Certains ballons ont des durées de vie limitées parce que les emplacements ne sont pas toujours disponibles très longtemps. La preuve, le dernier qu'on a fait aux Tuileries pour les Jeux Olympiques, finalement, n'aura été gonflé que pendant 2 mois, pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Mais la plupart de ces ballons sont permanents, comme celui qui est à Paris, dans le parc André Citroën, qui est là depuis 25 ans. Et il y en a dans des grandes villes, il y a Berlin, il y a Budapest, et des sites touristiques, des zoos, des parcs d'attractions, les temples d'Angkor Wat au Cambodge. Donc effectivement, un panel de sites touristiques assez large. Alors, Aérophile, c'est les ballons, mais pas que ça, parce que vous avez parlé un peu d'écologie finalement. Vous avez travaillé aussi beaucoup sur le développement de systèmes de dépollution de l'air. Vous avez des protos installés dans des écoles à Paris. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, alors c'est parti du ballon. Justement, comme le ballon ne produit aucune pollution, il était parfaitement légitime pour servir de laboratoire volant. Et donc, on a eu l'idée à Paris d'emporter des appareils du CNRS qui permettent de mesurer les concentrations de particules fines et d'autres polluants. Donc on s'est familiarisé avec la pollution de l'air, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut surtout la combattre. Et on a eu l'idée de développer un système complètement innovant pour capter ces particules au moyen d'un champ électrique. C'est ce qu'on a appelé le para-PM. Et donc c'est un appareil qui filtre l'air sans avoir de tamis. Vous voyez, les techniques traditionnelles, c'est de faire passer l'air dans un tamis. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, il faut changer les filtres, donc on a des consommables. Nous, l'air va traverser l'appareil sans être du tout freiné. Donc, on consomme moins d'énergie pour le mettre en mouvement. Et on va juste avoir une action sur les particules au moyen d'un champ électrique. Les particules vont venir se coller sur ces plaques. Et après, il suffit de nettoyer les plaques de temps en temps, une fois tous les ans ou tous les 2 ans.
Et effectivement, on a développé un prototype. On a maintenant des sites pilotes, donc une école à Paris dans le 9e, et actuellement une station de métro à Lyon, où on a juste installé des appareils et on commence à voir les effets grandeur nature. Et puis on a été retenu par Solideo dans le cadre d'un appel d'offres pour dépolluer le village des athlètes à Saint-Denis. C'est ça, c'est une extension avec vos mâts qui sont comme des douches d'air frais, c'est ça? Oui, alors voilà. Ou dépollués. Oui, exactement. Donc les appareils, c'est soit des modules comme ça indépendants, ça ressemble un peu à une armoire électrique ou à un distributeur de confiserie dans le métro. C'est posé comme ça sur pied. L'air est aspiré par en bas, nettoyé et recraché par le dessus. Et à Saint-Denis, on a une configuration type mobilier urbain qui a été dessinée par une agence d'architecture qui s'appelle DVVD et qui ont imaginé un pied central qui porte l'équivalent de 6 modules comme ça à l'horizontale sur une ombrière circulaire qui fait 6 mètres de diamètre et qui aspire l'air en extérieur et qui le recrache au milieu, donc comme une véritable douche d'air pur. Et ça, c'est effectivement destiné à équiper des villes, des emplacements extérieurs pollués et où il y a du monde. D'accord. Alors on va revenir sur cette vasque olympique. Hein. Je le disais, on a beaucoup parlé d'elle, on l'a beaucoup vue, c'était une des stars. Hein. Et donc, concomitamment, aérophile. Expliquez-nous, on peut revenir un peu sur le projet, comment vous est venue cette idée? Parce qu'il faut comprendre qu'un ballon, ce n'est pas juste pour s'amuser, c'est quelque chose de très technique. Oui, un ballon, c'est technique. La difficulté pour un ballon, c'est d'être robuste, c'est d'être crédible, de résister aux intempéries et de fonctionner même quand il fait un petit peu mauvais. Alors évidemment, par nature, on est sensible au vent, par exemple, ou aux orages, mais on l'a vu là, lors de la cérémonie d'ouverture, il pleuvait des trombes et pourtant le ballon a volé. Donc Teddy Riner, Marie-Josée Pérec, ils ont allumé la vasque et on a décollé. Et tout le monde est venu me voir après en disant « Oh là là, on avait peur parce qu'il pleuvait ». En fait, il n'y avait pas de vent, donc ça s'est très bien passé. Donc effectivement, la difficulté, c'est de faire, avec cette technologie de plus léger que l'air, des engins qui soient robustes et dont on connaisse bien les limites d'emploi, de façon à les utiliser d'une façon parfaitement sûre. Et ça, c'est le métier qu'on a développé depuis 30 ans. Donc, quand est apparue cette idée, qui ne vient pas de nous, mais qui vient du designer Mathieu Lehanner et qui a été retenu par Paris 2024, quand est apparue cette idée de faire voler la vasque olympique, bien naturellement, on a été consulté et on a participé à la conception de l'ensemble pour faire quelque chose qui avait d'abord une bonne chance de fonctionner sur l'ensemble de la période olympique paralympique et ensuite qui donne tous les gages évidemment de sécurité. C'est une superbe aventure pour vous et une superbe aussi pub, on va dire. Oui, c'est une chance en réalité de valoriser notre savoir-faire. On est dans une niche et la chance, c'est que ce projet de vasque volante mette en lumière finalement ce qu'on sait faire, à la fois en conception, en fabrication, en installation et en exploitation. Parce que c'est nous qui étions sur place tous les jours pour décrocher le ballon, le faire voler, décider si les conditions étaient là ou pas. Et faire tout ça devant 20 à 30 000 spectateurs qui venaient tous les soirs, c'était déjà extraordinaire. Mais alors être retransmis à la télévision devant 2 milliards de téléspectateurs, être comme ça démultiplié sur les réseaux sociaux parce que les gens ont aimé, donc ils ont partagé. Et en fait, aujourd'hui, forcément, c'est démultiplié à l'infini sur les Facebook, les TikTok, les Instagram. Et donc, c'est vrai qu'on a vu beaucoup cette image et cette techno. Et c'est une grande fierté, une grande chance d'avoir pu partager tout ça à nouveau avec beaucoup de gens. Pour vous, ça va être un gap, ça va permettre d'accroître le chiffre d'affaires. Vous avez plein de projets, on vous a contacté pour refaire ça ailleurs. C'est un marqueur, c'est une référence nette, évidemment, qui prouve le sérieux de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire, qui effectivement sert de référence et peut-être va donner des idées à d'autres personnes. Nous, aujourd'hui, on faisait beaucoup voler des passagers. Là, on a fait voler une vasque olympique. Il y a peut-être d'autres événements ou d'autres déclinaisons. En tout cas, on a prouvé qu'on savait s'inscrire dans un projet d'envergure où il faut maîtriser les délais, les coûts et il faut proposer quelque chose de robuste et de crédible dans ce domaine. Alors, il est où dernière question, il est où ce fameux ballon parce qu'il a disparu? Il a disparu. Anne Hidalgo voulait le garder, il y a eu une polémique. Où est-ce qu'il est? Il va réapparaître quelque part?
dès le départ, il était prévu de l'installer et de le reprendre à la fin. Hein. Donc l'interlocuteur, c'était Paris 2024. Paris 2024 a disparu avec les JO. Donc on va dire qu'on est allé au terme de ce qu'on avait imaginé, promis et contractualisé dès le départ, donc installer, faire voler et replier à la fin. D'autant plus que l'emplacement, il n'est pas neutre, c'est le Louvre, enfin c'est les Tuileries, c'est le Louvre, c'est forcément compliqué de s'inscrire dans une durée plus longue. Mais aujourd'hui, tout a été retiré proprement. On a même récupéré l'hélium pour la première fois. Donc l'hélium est reparti dans le circuit de distribution des gaz. On ne l'a pas relâché dans l'atmosphère. Donc on a tout démonté proprement et tout est rangé, conditionné pour pouvoir être réutilisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics se sont emparés du sujet pour savoir si on pouvait rebondir, c'est le cas de le dire, pour un ballon, ailleurs. Et la question, ça va être de savoir quel est l'emplacement, quelle est la durée, qui paye, parce que forcément, tout ça a un coût. Et quel est l'objet? Est-ce que l'objet, ça continue d'être un spectacle comme ça, gratuit, qui avait beaucoup de sens au moment des JO, qui est devenu presque un monument volant, mais qui était éphémère. Est-ce qu'on souhaite en faire quelque chose de permanent? Ça, voilà, c'est à l'étude auprès des pouvoirs publics. Donc là, le ballon, il est dans votre garage? Il est dans mon garage, il est propre, il est sec et il est prêt à être réutilisé quand on le veut. Donc on va le voir réapparaître quelque part? Ah ça, c'est sûr. D'accord, très bien. Merci Mathieu Gobi, merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci à tous, à toutes. Merci.